Rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. J'étais déjà en train de papoter avec Stéphane, ça me fait plaisir, mais je vous expliquerai, je peux vous le dire déjà, mais en fait ça fait une dizaine d'années, ça fait 10 ans quasiment, mois par mois en fait, qu'on s'est pas revu avec Stéphane. On s'était vu la première fois parce que je l'interviewais pour mon film C'est quoi le bonheur pour vous, qui est sorti en 2017 là maintenant. Plus de 2 millions de personnes, vous êtes plus de 2 millions de personnes à l'avoir vu. Encore merci d'ailleurs pour tous les messages que vous m'envoyez. Et on était déjà en train de papoter. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est déjà jeudi, il y a quelques jours qui se sont écoulés là dans la semaine. Moi ça va, c'était très chouette encore là ce week-end. J'étais du côté d'Alès, je sais pas si vous connaissez, c'est dans le sud de la France, toujours en rando. Et il y avait des très très belles randonnées à faire, un beau moment en fait en pleine nature, c'était très chouette. Et puis là on est en train d'avancer, les jours et les mois passent, on se rapproche du 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous, qui va avoir lieu là le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Donc on est à fond dans la programmation, pas de temps dans la programmation, mais plutôt dans ce qu'on appelle les derniers moments un peu techniques. Vous savez, on est en train d'affiner l'organisation du congrès. Donc ça va être cool, on va être un peu plus de 600 sur place. Je vous rappelle, si vous connaissez pas le Palais des Congrès d'Arcachon, c'est génial parce qu'on est juste en face de la plage. Et quand je vous dis en face, c'est-à-dire que vous sortez du Palais des Congrès, vous faites 10 pas et vous êtes dans le sable. Et donc on va pouvoir aller se baigner notamment pendant les pauses. Et j'espère que cette fois-ci, dimanche en clôture du congrès, on sera plus de 600 à aller se baigner tous ensemble pour clôturer cette magnifique édition. Voilà, ça va être top. Pour ceux qui connaissent pas, il y aura 10 conférences, donc participatives. On a envie vraiment que vous viviez des expériences. Il y aura 8 ateliers aussi pour continuer à vivre des expériences. Et puis, il y aura une trentaine d'exposants sur place autour de la connaissance de soi, du bien-être, de la gratitude, de la joie. Un beau moment. On va tous se connecter ensemble. Vous venez des 4 coins de la France. Certains viennent de même bien plus loin. Ça va être très, très chouette. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée pour la première édition. Pour ceux qui ne seraient pas venus ou qui ne seraient pas au courant de ce que c'est le congrès C'est quoi le bonheur pour vous. Et on se retrouve tout de suite après avec Stéphane. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce que on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Et oui, je vous invite à réfléchir à cette question, si c'est pas encore fait. C'est quoi le bonheur pour vous ? Je vais faire apparaître Stéphane. Hello Stéphane. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu ? Très bien, très bien, en pleine écriture, comme la plupart du temps d'ailleurs, mais très bien. Super. Écoute, tu sais, on a une petite heure devant nous, donc je sais que ça passe très très vite par habitude. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais te laisser te présenter, Stéphane, pour les gens qui te connaissent pas.
Mais avant tout, je vais rappeler un peu le contexte. Donc, je disais en amont, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on s'est pas revus, là pour le coup à distance. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour mon film C'est quoi le bonheur pour vous? D'ailleurs, je me rappelle, franchement, encore désolé, j'avais pas du tout les bons matériaux, j'avais pas la bonne caméra, j'avais pas le bon équipement. Je me rappelle que, enfin voilà, vraiment merci pour cet échange parce que tu as dû voir un jeune homme en face de toi qui était pas équipé. Mais j'en garde un très bon moment. Et donc du coup de l'époque, je regardais Enquête extraordinaire sur M6 et j'étais très inspiré par ce que tu faisais. Franchement, d'ailleurs j'invite les gens à le regarder. Je sais pas, tu nous diras si c'est encore accessible. Et voilà, je trouvais que vraiment tout ce que tu avais fait était exceptionnel. J'adore en fait ta façon journalistique de présenter les choses. Et voilà, puis le temps s'est écoulé, comme tu disais. Maintenant, moi j'ai un peu plus de cheveux blancs. Et nous voilà aujourd'hui pour parler alors pas ton dernier livre, parce que tu m'as indiqué en off qu'il y avait un dernier bouquin là qui était sorti. Tu pourras nous en parler. Et aujourd'hui, on va parler de la mort avec toi. Donc Stéphane, qui tu es, dis-nous tout. Écoute, je suis journaliste, comme tu l'as souligné. J'ai 56 ans aujourd'hui. J'ai commencé ce métier sur le terrain il y a 19 ans, donc ça fait quelques années. Pendant une dizaine d'années, j'ai fait du journalisme plutôt orienté géopolitique, sur des sujets de conflits, notamment beaucoup de reportages de guerre. Et puis en 2001, mon frère Thomas est décédé dans un accident de voiture en Afghanistan, dans un voyage que je dirigeais. Et ça a énormément changé ma vie, mes orientations, mes recherches. Et j'ai décidé à partir de ce moment-là d'utiliser mes outils d'investigateur, de journaliste pour travailler sur la question de la conscience, de la mort. Ça n'a pas été évident au début parce que pour moi, c'était pas un sujet qui pouvait être l'objet d'une investigation journalistique. C'était des croyances, de la religion. Enfin voilà, c'était quelque chose qui était hors champ journalistique. Et en fait, j'ai découvert que c'était pas le cas du tout. Je pouvais, comme les scientifiques d'ailleurs, travailler sur ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Est-ce qu'il y a quelque chose qui survit à la mort du corps? Comment est-ce qu'on peut en avoir des preuves, etc., etc. Et donc depuis 2003 pour être plus précis, je travaille exclusivement sur cette question-là qui m'a ouvert à des champs beaucoup plus vastes que ceux que j'imaginais au début. La question de la spiritualité, la question du sens de la vie, la question bien évidemment de la conscience et de la vie après la mort. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis toujours sur ce double chemin, à la fois un chemin d'enquête où je continue à travailler des sujets, à investiguer des sujets avec ce regard journalistique en tant qu'écrivain, et puis aussi un cheminement plus personnel qui m'a amené depuis une vingtaine d'années à explorer des sujets comme le chamanisme ou comme différentes pratiques spirituelles pour être un peu cohérent en fait et pour intégrer dans ma propre vie cette réalité de la conscience spirituelle que j'ai découvert et qui est apparu comme étant la réalité fondamentale dans laquelle nous vivons. Donc voilà, en quelques mots. Ok. Et puis d'ailleurs, dis-moi si je me trompe, mais on peut considérer que tu es quand même quelqu'un de pragmatique à la base, plutôt cartésien. Ah oui, mais pour moi c'est, si tu veux, s'intéresser au spirituel, considérer avec sérieux toutes ces expériences hors normes comme les expériences de mort imminente, la médiumnité, les ovnis ou quels que soient ces sujets-là, c'est pas ne pas être cartésien. Être cartésien, c'est être rigoureux, avoir du discernement, ne pas se laisser embarquer dans des croyances parce qu'elles nous font plaisir, mais avoir toujours ce regard critique. Le cartésianisme n'est pas un gros mot qui désignerait des gens qui ne veulent croire en rien. Le cartésianisme, c'est au contraire la posture que j'adopte et qu'adoptent un certain nombre d'autres personnes, notamment dans le monde scientifique, pour explorer ces sujets-là. On en a fait un synonyme de mec qui ne croit en rien, mais quelqu'un qui croit en rien, qui refuse les faits, c'est pas un cartésien, c'est un mec qui est dans l'irrationalité et dans la croyance. C'est pas du tout un cartésien. On est bien d'accord. Hein. Et donc, du coup, là, dans l'enquête, si je peux dire, que tu mènes maintenant depuis une vingtaine d'années autour de la conscience. Alors, d'ailleurs, j'aimerais bien, peut-être avant qu'on rentre vraiment à fond dans le sujet, j'ai l'impression que tu fais une différence entre conscience, âme, ou est-ce qu'on parle de la même chose? Non, c'est vrai que ce mot-là, il a des définitions très différentes suivant l'angle avec lequel tu l'approches. Si tu parles en neurosciences, la conscience va désigner un ensemble de fonctionnalités qui sont directement liées à l'activité de notre cerveau. Si tu prends conscience dans un sens plus large, dans une approche pluridisciplinaire, et notamment la conscience fondamentale, qui est celle qui ressort un peu de l'étude de tous ces phénomènes, notamment des expériences de mort imminente, là, on parle de quelque chose qui a beaucoup plus rapport avec une âme et qui n'a plus
à voir avec l'activité cérébrale, en fait, parce que justement, cette conscience fondamentale qui est inhibée au quotidien dans notre vie quotidienne à cause de l'activité de notre cerveau, dès lors que notre cerveau fonctionne moins bien ou plus du tout, comme lors d'une expérience de mort imminente pendant quelques secondes, quelques minutes, notre conscience fondamentale se réveille. C'est comme si elle était endormie, écrasée, inhibée par notre fonctionnement cérébral. Et quand elle se réveille, elle nous donne accès à une réalité bien plus vaste, bien plus riche, qui échappe presque même au temps et à l'espace. Donc voilà, les mots sont un peu difficiles parce que le problème du mot âme, c'est que nous, on le perçoit dans une assertion très judéo-chrétienne, c'est-à-dire comme une sorte de prolongement de notre personnalité, de notre individualité. Or, ce qui ressort des recherches et des expériences que j'ai pu mener, c'est que cette dimension spirituelle qui nous constitue, justement, elle n'a plus rien à voir avec notre identité personnelle, celle que nous adoptons dans notre existence. Mon âme ne s'appelle pas Stéphane Alix, ton âme ne s'appelle pas Julien. Ton âme, elle est beaucoup plus que ça, comme celle de celles et ceux qui nous écoutent. Notre âme, c'est un joyau éternel, c'est une source d'amour et d'harmonie profonde au fond de nous-mêmes, mais qui n'est pas contrainte par l'identité, la personnalité que nous portons. Alors après la mort, elle conserve des mémoires, elle conserve une forme d'attachement temporaire à l'identité qui a été la nôtre durant notre existence, mais tout ça ne constitue pas l'essence de qui nous sommes. Tout ça s'érode, se disloque au bout d'un moment, et après on touche à des questions qui sont plus de l'ordre de la philosophie, où je vais être moins... c'est plus compliqué d'aller dans ce domaine-là. Bah ouais. Voilà. Pour moi, quand je parle de conscience, je parle de cette conscience fondamentale qui est de nature spirituelle et qui n'est pas réductible à notre activité physique et cérébrale. OK. Donc ça, c'est une expérience. D'ailleurs, comme tu dis, le mieux quelque part, c'est de l'incarner et de le vivre. C'est une expérience que toi, tu as pu vivre en fait de ton côté, notamment peut-être avec le chamanisme ou avec d'autres expériences peut-être, ouais? Oui, parce que en fait, si tu veux, ce qui était très frustrant pour moi, notamment dans mes premières années d'enquête, c'est que j'enquêtais intellectuellement, rationnellement, scientifiquement sur ces expériences, notamment expériences de mort imminente, mais aussi toutes les autres expériences, médiumnité, conscience accrue au moment du décès, les expériences en fin de vie qu'on peut rapporter, etc., etc., etc. Et par ce biais-là, intellectuellement, je commençais à prendre la mesure du fait que nous sommes des êtres spirituels enfermés dans une existence terrestre et temporelle. Mais c'est une connaissance que j'avais qui était une sorte de déduction intellectuelle, qui est partagée d'ailleurs par beaucoup de scientifiques aujourd'hui, mais qui est très frustrante parce que l'outil scientifique ne permet pas d'aller beaucoup plus loin que ça. On ne sait pas ce que c'est que la conscience. On peut pas en donner une définition. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas quelle est son origine. L'hypothèse jusqu'à présent qui était assez solidement défendue dans le monde occidental de dire que la conscience était directement liée à l'activité du cerveau, tout ça aujourd'hui est même remis en question par des chercheurs les plus académiques possibles, mais on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, en 2006, une rencontre m'a permis de partir en Amazonie pour vivre des expériences chamaniques qui m'ont permis de commencer à vivre des expériences de conscience modifiée. Enfin, pas de conscience modifiée, mais des expériences modifiées de conscience. Ils m'ont permis de, tout d'un coup, sortir de cette identité de Stéphane Alix, c'est de m'apercevoir que il y avait autre chose, il y avait beaucoup plus largement, il y avait une réalité beaucoup plus vaste dès lors que je pouvais sortir des limitations cognitives de mon individu physique et biologique. C'est un très long cheminement. J'ai commencé mes premiers voyages en Amazonie en 2006 et ça s'est étalé sur presque 20 ans, à la fois en Amérique du Sud et à la fois dans d'autres pays où je pouvais travailler avec ces substances entéogènes, donc les substances comme l'ayahuasca en Amazonie, mais il existe d'autres substances qui, conjointement avec le travail que j'ai pu faire auprès de scientifiques sur l'étude de ces substances, m'ont permis de vivre des expériences au-delà de moi-même d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que ce chemin, il a été primordial parce que j'avais à la fois la connaissance scientifique et rationnelle et comment dirais-je, mesurable que la science nous permet d'établir aujourd'hui, mais je pouvais aussi, à côté de ça, mener mes propres expériences d'exploration beaucoup plus subjectives, beaucoup plus personnelles, mais qui ont été prépondérantes en fait dans là où je suis aujourd'hui. Et c'est un peu ça que je partage en fait dans mon livre La mort n'existe pas, qui est une sorte de synthèse de ces 20 années de recherche.
La science a été importante, mais l'expérience personnelle aussi a été importante. Et ça, je trouve qu'on oublie, on dénigre souvent un petit peu l'expérience subjective en disant oui, mais tout ça c'est rien, c'est de la subjectivité, ça n'est pas mesurable, ça n'a pas de valeur, etc. Si dès lors qu'on s'intéresse à la conscience, je pense que si on passe pas à un moment de son chemin à vouloir soi-même s'immerger et à vivre soi-même des expériences. Il s'agit pas de partir nécessairement au Pérou. La méditation, par exemple, c'est le premier rendez-vous que tu peux donner à ton âme et avec lequel tu peux entretenir une rencontre régulière. Mais dès lors qu'on fait pas ce travail, on passe à côté de quelque chose d'une certaine manière. Merci de le dire parce que je pense qu'on pourrait pas recommander aux gens de dire voilà, prenez des psychotropes, prenez de l'ayahuasca pour vivre des expériences où on va sortir un peu de notre corps, en tout cas des états modifiés de conscience. Moi, je pense qu'on peut pas le recommander à tout le monde parce que c'est très puissant. D'ailleurs, je pense que tu peux le confirmer. Je crois que il faut y aller vraiment avec des pincettes, quoi. Il faut être prêt, non, pour vivre ce genre d'expérience. Oui, puis encore une fois, c'est absolument pas un prérequis. Que font ces substances en fait sur le cerveau? Elles mettent en sommeil des zones qui sont les zones qui soutiennent notre personnalité, notre ego. Donc nous, on passe notre existence sous la domination de notre cerveau, sans même s'en rendre compte. Notre cerveau est un allié formidable, ça fait de nous des êtres équilibrés, adaptés à ce monde, qui peuvent interpréter tous les signaux qu'il y a dans ce monde et puis y faire face, etc. Mais le prix à payer de ça, c'est que notre cerveau nous enferme en fait dans un modèle, nous enferme dans un univers extrêmement restreint qui suffit à notre existence terrestre, mais qui ne suffit pas si l'on veut se reconnecter à des dimensions plus profondes de l'existence. Donc le mot-clé, c'est comment est-ce que je fais taire mon cerveau? Alors, on peut le faire de façon radicale en vivant une expérience de mort imminente. Ça, en général, on le commande pas. On peut le faire de façon musclée, violente, en allant effectivement participer à des cérémonies chamaniques. Mais les recherches qu'on a faites aujourd'hui en neurosciences sur la méditation montrent que l'effet de la méditation, dès lors qu'elle est pratiquée avec régularité et discipline sur simplement une période de 3 semaines, va avoir des mêmes effets, beaucoup plus subtils, mais quand même identiques, sur les mêmes zones cérébrales que celles sur lesquelles agissent les substances antéogènes. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller au Pérou, il suffit de s'asseoir sur un coussin, où qu'on soit, et surtout de se donner le temps. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que en fait, on se donne jamais le temps. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes veulent peut-être un peu rapidement dire je vais partir en Amazonie, je vais vivre ces expériences et puis tout sera réglé. Non. C'est juste que quand on part en Amazonie, on va se confronter à une expérience qui va être effectivement brutale, qui va forcer les portes, mais on peut tout à fait se passer de cette radicalité en installant cette discipline et cette relation spirituelle avec une partie profonde de nous-mêmes à travers la méditation, à travers plein de techniques différentes qui sont légales et qui sont accessibles pour tout un chacun sans avoir à dépenser des fortunes, sans avoir à partir à l'autre bout du monde. Le mot-clé, c'est quand est-ce que je mets mon cerveau en veille, quand est-ce que je m'autorise, quand est-ce que je me discipline pour avoir cette rencontre avec mon âme tous les jours en faisant un petit temps de pause. On vit dans une vie aujourd'hui où, quelles que soient nos activités, même quand on est aux toilettes, on va scroller sur nos réseaux sociaux. C'est vrai. Voilà. Et après, on s'étonne qu'on n'ait pas d'intuition, qu'on soit pas en contact avec nous-mêmes, qu'on soit coupé etc., etc. Oui, faut déjà se remettre en question soi-même et se dire, OK, je vais m'autoriser dès maintenant à retrouver ce rendez-vous. Mais ça impose un temps long, en fait. Ça impose une réouverture de portes qui ont été fermées depuis l'enfance. Et puis tu as utilisé un mot que j'apprécie énormément, que moi je dis très souvent, mais d'ailleurs j'en parle aussi dans mes livres, le mot discipline. Je crois que c'est très difficile vraiment d'arriver à quelque chose sans une forme de discipline. Tu es obligé d'avoir une forme de régularité, notamment là on parle de méditation pour essayer peut-être de plus te connecter à toi, à ton environnement, à quelque chose aussi qui te dépasse. Moi d'ailleurs je fais une petite parenthèse, ça m'aide beaucoup, encore plus quand je suis en pleine nature. Je trouve que la nature, en fait, a des bienfaits qui t'aident beaucoup plus, justement, pour arriver à ces états modifiés de conscience. Mais voilà, la discipline, je crois que c'est vraiment un impératif. Et j'ai l'impression que tu es quelqu'un de discipliné, justement, Stéphane. J'essaye, mais si tu veux, ça nous surprend pas quand on te dit si tu veux apprendre le chinois, il va falloir que tu y passes 2 ans, 3 ans et que tu prennes des cours tous les jours. Ça nous étonne pas, ça nous paraît évidemment tout à fait logique. Mais il en est de même pour retrouver son âme, retrouver son cœur intérieur. Ça va pas se faire en un week-end de développement personnel, bien que certains te vendent ça. Mais c'est illusoire. Cette retrouvaille avec soi-même, d'autant plus que ce soi-même a été écrasé dès nos premières années d'enfance par notre société, notre culture, notre éducation, etc. Pour retrouver
ce trésor intérieur, bah, il faut l'apprendre, il faut pratiquer. Encore une fois, la méditation pour moi est peut-être l'outil le plus facile et le plus simple à mettre en œuvre. Il y a plein de techniques qui existent, plein de guides, que ce soit Christophe André, Fabrice Midal. Enfin, il y a plein d'angles différents qui nous permettent d'entrer dans cette pratique. Il y a rien de plus simple, il y a rien à attendre en fait, il y a rien à faire. Mais par contre, il faut le faire. Il faut le faire. Et si je me souviens d'un maître indien qui m'a dit il y a quelque temps, la première chose à faire pour mettre un petit peu en stand-by son mental dès lors qu'on veut méditer, c'est de s'imposer une horaire tous les jours. Tout à fait. Pour le faire. Parce que si on laisse déjà le mental décider à quelle heure on va le faire chaque jour, un jour sur deux, il va dire wow, aujourd'hui j'ai la flemme, je suis fatigué, je vais faire autre chose. Donc déjà, on a perdu. La première contrainte qu'on va pouvoir poser sur notre mental pour tirer les fruits d'une rencontre avec soi-même à travers la méditation, c'est déjà de se poser une heure chaque jour. Enfin, pas une heure de temps, hein, on peut le faire que 15 minutes, mais un horaire régulier et qu'on va respecter. Tout à fait. Et je peux vous assurer que les résultats sont là. Hein. Ah ouais, tout à fait, ouais. On pourrait se poser la question, tu vois, j'essaie d'imaginer les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ils pourraient se dire: «Mais en fait, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt, en fait, Stéphane, d'aller, changer nos états modifiés de confiance, ça sert à quoi?» Ça sert à mieux savoir qui on est, ça sert à rencontrer, qui on est réellement. Il y a pas d'intérêt. La méditation n'est pas un produit comme je sais pas, d'aller se faire masser ou d'aller faire un week-end dans la montagne pour se déstresser. La méditation, c'est l'essence même du chemin spirituel. Donc pour moi, l'intérêt, c'est soit on a envie de continuer à vivre aveuglément dans cette existence en se disant si je me cogne contre des murs parfois, c'est pas grave, je m'en fous, ça fait mal, mais voilà, je reste borné. Soit on essaye de se dire qu'il y a peut-être au fond de nous une ressource, un guide intérieur, un élément essentiel de notre être qui a plus une connaissance globale de qui on est, pourquoi on est là, où on va, d'où on vient, comment on peut guérir des zones d'ombre que l'on porte. Et cette ressource intérieure, en fait, en se coupant de la spiritualité, on se coupe de soi-même d'une certaine manière. Donc on peut passer notre existence avec des œillères comme ça, et puis ça peut plus ou moins bien se passer jusqu'à la fin. Beaucoup de gens font ça, il suffit de regarder autour de nous sur cette planète. Mais dès lors qu'on se dit, allez, je vais essayer d'ouvrir un petit peu les œillères, je vais essayer d'accepter aussi peut-être les choses qui sont difficiles, parce que si on a mis des œillères, c'est aussi pour se protéger de choses qui ont été difficiles, qui nous ont fait peur, qui nous ont affectés, qui nous ont parfois même traumatisés. Donc effectivement, l'ouverture et le début d'un chemin spirituel ne va pas être forcément très confortable, ça peut être même un espace de vulnérabilité, mais je pense que cette vulnérabilité, elle a pour but de déjà nettoyer ce qui a été construit comme système de protection et qui n'a pas forcément encore lieu d'être aujourd'hui. Et dès lors qu'on passe ces étapes qui peuvent être à certains moments effectivement difficiles, mais si on les passe avec confiance, on arrive à un moment où on sent qu'il y a une paix véritable qui habite au fond de nous et qui peut être contactée dans les moments importants. Quand on perd un proche, quand on est confronté à des difficultés dans l'existence, dans son couple, dans son activité professionnelle, etc., etc. Il y a une notion de dramaturgie, d'injustice qui s'étiole, qui disparaît. Et je dis pas que le sens de la vie tout d'un coup vous apparaît comme une grande révélation, mais je dirais qu'il y a peut-être moins le sentiment d'être l'esclave de fantômes intérieurs ou extérieurs et de ne pas être maître de son existence. Tout à fait. Ouais. Tu parles de paix intérieure. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, tu as évoqué plusieurs fois le mot spiritualité. D'ailleurs, tiens, je peux te le dire, moi je suis en train de m'intéresser beaucoup là en ce moment aux zones bleues que tu dois connaître, tu sais, ces fameuses zones bleues dans le monde. Je sais pas si tu connais les zones bleues. Ah non, je connais plutôt les zones rouges, mais les zones bleues, en fait, il y en a 6 dans le monde, sont des zones, tu sais, où il y a le plus de centenaires. Donc, des gens qui vivent vraiment en parfaite santé mentale et physique, parfois jusqu'à 110, 115, 120 ans, mais de manière totalement naturelle. Donc, ils ont une hygiène de vie, si tu veux, qui leur permet de manière très naturelle de vivre très bien.
Et donc, ça me passionne, ça m'intéresse beaucoup du comment vieillir en bonne santé. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que parmi toutes ces zones, donc c'est des pays qui sont vraiment aux quatre coins du globe, hein, donc ces gens ne se connaissent pas, parmi, on va dire, les clés, il y a toujours une forme de spiritualité. C'est tout le temps, en fait, des personnes qui ont foi en quelque chose. Alors, peu importe ce que c'est, hein, qu'on l'appelle Dieu ou une énergie, l'univers, etc. Mais en tout cas, ils ont la foi. Et moi, j'aimerais bien que tu nous donnes, parce que ça fait 2-3 fois que tu emploies ce mot, c'est quoi pour toi, en fait, la spiritualité? Tu parles de quoi quand tu parles de spirituel et de spiritualité? Écoute, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais pour moi, c'est l'essence de ce que nous sommes. C'est un peu comme si, je cite cet exemple que j'emprunte à une autrice américaine, qui dit que notre vie ressemble à l'intérieur d'une salle de cinéma dans lequel on serait en train d'assister à un film en ayant oublié qu'il y a une réalité à l'extérieur. Donc je pense que nous sommes là, toi, moi, ceux qui nous écoutent, on est coincés dans une salle de cinéma, on assiste à un film qui est celui de notre vie, qui a commencé à notre naissance et qui se terminera à notre mort, et on croit que ce film, c'est l'intégralité de la réalité. Et le monde spirituel, c'est ce qui est à l'extérieur de la salle de cinéma. C'est un monde infini, vaste, avec des choses qu'on n'imagine même pas, mais qu'on a complètement oublié parce qu'on est complètement focalisé sur l'écran du cinéma et qu'on s'identifie avec un des personnages qui est sur l'écran du cinéma, alors qu'il n'a pas une existence fondamentale, c'est juste un reflet qui va durer quelques heures, le temps de la projection du film. Le monde spirituel, c'est ce monde extérieur. C'est pour moi, intuitivement, mais là je te parle uniquement de ma relation propre, c'est un espace d'harmonie fondamentale. J'ai vécu pendant certaines expériences d'état modifié de conscience des rencontres avec une dimension d'amour que quand j'avais entendu ce type de récit avant de le vivre moi-même, je me disais oh putain, amour, c'est un peu cucu comme la praline comme terme, mais en le vivant, j'étais bien au-delà de ce que l'on attribue au mot amour, où on est dans une notion d'attachement, de réciprocité, de joie, d'extase. Là, j'étais dans quelque chose qui se caractérisait en fait par cette harmonie fondamentale. Une harmonie fondamentale qui est liée au fait que l'ensemble de la connaissance est là, les tenants et les aboutissants, le pourquoi des comment, tout est accessible, pas verbalement, mais dans chacune de tes cellules. Donc ça concourt à créer cette espèce d'état d'harmonie qui est inexistant sur cette planète, enfin invisible sur cette planète, parce que on est pris dans la dualité, on est pris dans les affrontements, dans les émotions, dans les guerres, les colères, etc. Et cette réalité spirituelle, elle est pas éloignée, elle est pas dans un paradis lointain, elle est au cœur de nous. Cette harmonie, cet amour fondamental, ils sont au cœur de nous-mêmes. Donc c'est pour moi, c'est pour ça que c'est devenu absolument essentiel d'essayer de retrouver ça de temps en temps, à certains moments, pour réajuster, pour retrouver cette espérance et cette paix intérieure, parce que c'est juste incroyable, c'est juste extraordinaire, c'est juste notre nature profonde. Donc de ne pas vouloir rencontrer ou essayer de rencontrer cette dimension spirituelle, c'est un formidable gâchis, je trouve. Et d'ailleurs, t'es pas le seul, hein. Bah, toi, tu aurais dû rencontrer un certain nombre. C'est marrant parce que vous avez quand même tous le même discours, tu vois. Donc, moi, j'ai envie de parler d'amour inconditionnel par rapport à ce que tu dis. Il y a une forme d'amour inconditionnel, j'ai l'impression. En tout cas, il y a cet état qui a été touché du doigt dans des EMI ou dans des expériences comme ça. J'entends quand même que beaucoup, ils ont envie de revivre en fait cette expérience parce que ça a été tellement puissant, tellement bon, tellement doux, tellement dingue en fait comme truc qu'ils ont envie à un moment donné de retoucher ça quoi. Et donc du coup, tu vois, en t'écoutant, je me dis est-ce qu'on pourrait pas devenir, je le mets entre guillemets, un drogué en fait, tu vois, voilà, parce que c'est vrai que l'expérience terrestre qu'on vit est tellement éloignée, il semblerait, de ce que tu vis en fait, tu vois, quand tu vis une EMI ou une. Je me demande, tu vois, faut pas que ce soit piégeux quoi. Écoute, je pense pas, parce que justement quand tu le vis, c'est pas un shoot de quelque chose. Ok. Pour te donner un exemple, il y a quelque chose qui m'avait frappé. C'était une réflexion que s'étaient fait les premiers chercheurs à s'être intéressés aux expériences de mort imminente dans les années 80. Je pense à Kenneth Ring, à Bruce Grayson, qui étaient des psychologues et des psychiatres américains. Ils se sont dit, mais si on publie des livres sur les expériences de mort imminente en disant que c'est tellement génial de l'autre côté, on risque de provoquer des grandes vagues de suicides, parce qu'effectivement, ça a l'air d'être plus cool.
Et ils se sont intéressés notamment aux gens qui avaient vécu une expérience de mort imminente suite à une tentative de suicide. Ils sont allés les interroger, ils sont allés leur demander le type d'expérience qu'ils avaient vécu, donc tous parlaient de la lumière, etc., et puis d'une expérience effectivement indicible d'amour. Et quand on essayait de voir qui parmi ces expérienceurs avait fait une récidive, il y en avait 0. Tu prends une population de 100 personnes ayant fait une tentative de suicide, mais n'ayant vécu aucune expérience, tu vas avoir un taux de récidive que j'ai pas en tête, mais tu vas avoir un taux de récidive. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui vont recommencer jusqu'à malheureusement y parvenir. Tu prends 100 personnes ayant fait une expérience de mort imminente après une tentative de suicide, 0 refont une récidive. Pourquoi? Alors que précisément ils sont allés dans cet espace d'amour, de connaissance, etc. Mais le but du chemin spirituel, ça n'est pas d'atteindre un espèce de paradis où tout d'un coup on se retrouve avec notre mojito, notre petit palmier sur une plage idyllique. Le but du chemin spirituel, c'est le chemin lui-même. Et c'est ce qu'avaient compris ces expérienceurs. C'est ce que moi-même j'ai compris aussi en vivant parfois des expériences d'extase et de joie indicible. C'est pas la joie indicible qui est le but, c'est le chemin pour y parvenir, le chemin qui le conduit. Et à ce titre, du coup, quand tu reviens dans cette vie, dans ces contraintes, dans cette difficulté, ces difficultés ne t'apparaissent plus comme une espèce d'injustice qui te touche et qui te coupe d'un espèce de paradis où tu voudrais vivre tout le temps. Ces difficultés sont précisément les moyens d'y parvenir, les étapes à travers lesquelles tu vas cheminer pour nettoyer des choses, te libérer de certaines contraintes, de certaines croyances, pour te dégager de certaines zones d'ombre. C'est le chemin lui-même qui est un chemin spirituel et qui est le but spirituel. Et ça, c'est un petit peu si tu veux, la difficulté qu'on a dans notre monde occidental où on voudrait que le spirituel, ça soit le confort, que ça soit l'absence totale de difficultés, l'absence totale de contraintes. On voudrait que ça soit le Club Med, ad vitam aeternam. Mais c'est une vision complètement erronée de ce qu'est le chemin spirituel. Le chemin spirituel ne t'exonère pas de difficultés, de vulnérabilité, mais te fait voir des vulnérabilités et les difficultés non plus comme des injustices ou des choses qui sont envoyées par quelqu'un de méchant qui veut t'empêcher d'accéder au bonheur. Elles sont envoyées précisément pour te permettre de comprendre qui tu es, les illusions qui te bercent et te permettre de t'en libérer. Et ça, c'est vraiment un distinguo qui est pour moi essentiel. Tu vois, moi, j'ai vécu des expériences absolument extraordinaire de dissolution totale de mon ego, de mon être. J'ai rencontré mon père, mon frère de l'autre côté. J'ai vécu des expériences psychospirituelles d'une intensité folle, mais je ne les recherche pas. Pour moi, ces expériences ont eu lieu dans le cadre d'une recherche que j'ai faite, que j'ai menée, qui s'est achevée il y a plusieurs années de ça, par un certain nombre de réponses. Et depuis ces années-là, je ne suis pas reparti en Amazonie, je n'ai pas refait d'expérience, j'en éprouve pas le besoin. Moi, maintenant, ce bonheur et cette quiétude, je le trouve à quelques mètres d'ici, en m'asseyant sur mon coussin tous les soirs et en méditant 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, tous les jours. Ouais, tu prêches un convaincu. C'est un autre point que j'aimerais aborder après avec toi. Tu sais, je pense que moi, je suis aussi quelqu'un de très cartésien. Et tu vois, quand tu nous dis, tiens, j'ai vu mon père, j'ai vu mon frère, il y a une partie de moi en fait qui me dit, est-ce que maintenant est-ce qu'on a des scientifiques qui valident un peu cette idée de oui, c'est une vraie expérience en fait que tu as vécue, Stéphane. Oui, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas en fait une activité cérébrale, tu vois, qui te fait créer peut-être des molécules chimiques particulières pour te faire vivre cette expérience qui te rassure. Est-ce que vraiment en fait tu vis ça? Enfin, tu vois le fond de ce que je veux dire? Oui. Oui, bah c'est ce que je développe dans La mort n'existe pas. Si tu veux, pour moi dans ce livre, j'ai voulu démontrer combien la science permet d'apporter des éléments de preuve sur ce que je suis en train de te partager. Ça n'est pas uniquement les expériences de mort imminente qui vont te prouver qu'il y a une vie après la mort. Ce n'est pas uniquement des séances avec des médiums qui vont le faire. C'est l'ensemble de ces sujets abordés rationnellement. Et en l'occurrence, tu évoquais les expériences chamaniques. On a aujourd'hui des recherches qui sont menées sur l'action des substances qui sont contenues dans les breuvages chamaniques comme l'ayahuasca par exemple, ou les champignons hallucinogènes qui contiennent de la psilocybine. On connaît l'action de ces substances sur le cerveau, enfin on commence à connaître l'action, et on a identifié, il y a de cela un peu plus de 10 ans, que précisément elles n'avaient pas une action de création d'images ou de création de scénarios, mais qu'elles avaient une action en fait d'inhibition de zones cérébrales qui, quand elles fonctionnent normalement,
nous coupe l'accès à ces dimensions fondamentales de la réalité. Donc l'action des psychédéliques, que ce soit le DMT, le LSD, la psilocybine ou les autres substances entéogènes, elles vont avoir un effet sur le cerveau qui consiste à l'éteindre partiellement. Et en l'éteignant partiellement, il cesse d'inhiber notre réalité, il cesse de contraindre notre réalité, il perd ses capacités de filtrage, et là, tout d'un coup, le réel nous apparaît 100, 200, 1000 fois plus vaste qu'il n'est perceptible d'ordinaire. Donc, on a une connaissance assez approfondie maintenant de ces mécanismes-là, qui matchent en plus avec les connaissances anthropologiques qu'on peut avoir sur l'expérience chamanique. La transe est étudiée dans différents laboratoires, que ce soit en Belgique, en France, etc. Donc on a aujourd'hui, et c'est ce que j'ai voulu rassembler dans ce livre, on a aujourd'hui un ensemble de disciplines qui permettent d'avoir cette vision aujourd'hui très cartésienne, très construite sur le fait que notre cerveau ne fabrique pas notre conscience, que les expériences d'état modifié de conscience, qui soient spontanées, induits avec des techniques soft ou induits avec des techniques brutales comme les entéogènes, ne provoquent pas des hallucinations ou des rêves, mais au contraire te donnent accès à un niveau de réalité beaucoup plus vaste que celui qu'on expérimente au quotidien. Ok. Et là, d'ailleurs, tiens, petite parenthèse, je sais pas si tu le sais, tu sais qu'il y a des thérapies avec des microdoses de psychotropes? Oui, bah oui, parce que voilà, les psychédéliques sont encore interdits à la consommation et à l'usage en France, mais juste à côté en Suisse, par exemple, tu peux aujourd'hui maintenant suivre des thérapies assistées par psychédéliques, en Belgique aussi, aux États-Unis, dans plusieurs États, en Australie, etc. Et les recherches vont vraiment dans le sens d'une utilité thérapeutique formidable. Qu'est-ce que font les psychédéliques sur le cerveau, en fait, que ce soit à grosse dose ou en microdosing? Ils baissent nos capacités, enfin, en grosse dose, ils baissent nos capacités de déni, de contrôle et de filtrage. Donc, ils laissent ressortir à la fois tout le monde intérieur, en même temps que nous ouvrent à un monde extérieur invisible. Et le monde intérieur, c'est notre inconscient avec tout ce qu'il comporte, nos mécanismes de défense, nos traumas, nos constructions psychologiques de défense face aux traumas petits ou grands qu'on a vécu dans l'enfance. Et c'est en général ce magma inconscient qui est le pourvoyeur de toutes nos névroses, de toutes nos problématiques psychologiques. Et donc, en travaillant avec les psychédéliques, on offre un accès direct à cet espace sur lequel on peut travailler. C'est pas la substance en elle-même qui te soigne. C'est-à-dire que tu vas pas prendre des psychédéliques, écoute, il y a plus de problème. C'est en prenant les psychédéliques, tu ouvres des portes qui mettraient des années à être ouvertes dans une thérapie conventionnelle, et qui, là, peuvent être traités et accompagnés beaucoup plus facilement avec un thérapeute à côté de toi. Je prends l'exemple, par exemple, de la MDMA, qui est utilisée notamment en thérapie sur le traumatisme. La MDMA est un booster de sérotonine colossal qui te permet, pendant l'effet de la substance, d'avoir accès à des souvenirs traumatiques et d'avoir une telle dose de sérotonine qu'elle te les rende complètement inopérants au plan émotionnel. Donc, un souvenir traumatique qui, si tu te le remémores de façon consciente, sans rien, va générer une réaction émotionnelle très, très difficile, et notamment un syndrome de stress post-traumatique. Sous MDMA, ce souvenir traumatique va remonter sans ne plus déclencher aucune émotion, et tu peux travailler du coup dessus avec le thérapeute qui t'accompagne d'une façon beaucoup plus efficace. Cette thérapie, elle a fait l'objet de recherches, de tests multiples aux États-Unis. Voilà l'effet en thérapeutique, en tout cas, de ces substances. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore prêt en France à ce que ça débarque ici, quoi. C'est comme tout. Il y a des recherches qui sont extrêmement encourageantes, qui vont dans ce sens. Il y a plusieurs laboratoires en France qui sont financés même par de l'argent public pour des recherches sur l'usage thérapeutique de différentes substances. Donc il y a des recherches, il y a des équipes qui travaillent dessus, il y a des gens extrêmement motivés. Après, il y a un système d'État qui joue. Mais bon, c'est partout dans toutes les sociétés. Tu as des forces qui vont vers une plus grande subtilité et ouverture sur certains domaines, et puis tu as des forces contraires qui essaient de freiner. Il suffit de voir le débat actuellement sur la question de la fin de vie. Voilà, il y a. Tout à fait. Le problème, c'est que quand ces sujets-là sortent du champ scientifique pour entrer dans le champ politique, les paramètres de jugement et sont plus du tout les mêmes. Mais moi, je reste optimiste parce que ces substances et ces techniques sont extrêmement efficaces. Sur tout ce qui concerne les addictions, sur les traumatismes, sur les dépressions.
et que à terme, les preuves de leur efficacité vont être tellement accumulées que ça fera pencher la balance. Alors, ce sera peut-être pas dans 1 an, ce sera peut-être pas dans 2 ans, mais ce sera peut-être dans 10 ans, que sais-je. Et puis, si autour de la France, tous les pays européens commencent à légaliser l'usage thérapeutique, bon, bah, au bout d'un moment, la France ne pourra plus être à la traîne. Bah oui, c'est clair. Tiens, ça me fait rappeler, donc, il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés, en une dizaine d'années, alors dis-moi si je me trompe, mais à l'époque, je pense qu'on n'arrivait pas encore à valider les sagesses ancestrales, validées en fait par le monde scientifique. Et là, j'ai l'impression que de plus en plus, on vient justement à valider toutes ces sagesses qui existent depuis des siècles et des siècles par le monde scientifique. Et je trouve ça génial, en fait. Ça ramène beaucoup plus de crédit, tu sais, à toute cette sagesse en fait qui nous entoure, en fait. Et oui, une fois de plus, il y a 10 ans, j'ai l'impression que c'était pas encore le cas. Donc, petite note positive, quoi, pour montrer que ça avance dans le bon sens. Exactement. Bah, il y a quand même des labos qui s'intéressent à ces sujets-là. Il y a des chercheurs qui s'intéressent à ces sujets. Et effectivement, les recherches s'accumulent progressivement. Les grosses découvertes qui ont été faites, notamment sur les psychédéliques, ont été faites à Londres il y a un peu moins d'une quinzaine d'années, où on a commencé à observer cet effet justement d'inhibition de l'activité cérébrale plutôt que l'inverse. Voilà, ça a été une découverte accidentelle parce que les chercheurs ne cherchaient pas du tout ça, mais qui a permis d'éclairer ce sujet-là. Et puis voilà, les recherches continuent et ça avance, oui, ça avance. Ouais, on va vers plus d'intelligence. Enfin, j'espère, même si le monde nous en montre une image différente. Ah oui, clairement. Je me rappelle de notre échange, du coup, il y a une dizaine d'années. Je me rappelle l'histoire que tu m'avais racontée quand tu as perdu ton frère. Alors dis-moi si je me trompe, hein, parce que c'est des souvenirs, où tu me disais que c'était la première fois que tu ressentais, du coup, l'âme, en fait, partir, quoi, l'âme de ton frère partir. C'est bien ça? Alors ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Ah, c'était plus tard. Compris beaucoup plus tard. C'est-à-dire que sur le moment, effectivement, j'ai vécu une expérience à la fois difficile, comme tu peux t'en douter, mais en même temps, j'avais l'impression de percevoir la stupeur et la confusion de mon frère. Mon frère a été tué sur le coup dans cet accident de voiture, et quand j'étais à genoux devant lui, j'ai vraiment eu le sentiment que je ressentais une forme de trouble et de confusion qui était la sienne. Quand tu meurs, ça peut être un peu surprenant parfois, surtout quand tu meurs dans un accident de voiture, très rapidement comme ça. Mais cette interprétation qui est la mienne aujourd'hui, elle n'a été possible que des années après, quand j'ai commencé à comprendre, voilà, à la fois ce que la recherche scientifique nous permettait de dire sur ce sujet, ce que les gens qui font de l'accompagnement de fin de vie peuvent te dire, qui match par ailleurs avec le livre des morts tibétains, qui est un texte du 8e siècle qui te décrit précisément le chemin au moment de la mort. Mais je pense, tu sais, on est tous traversés par ces moments d'intuition plus ou moins forts dans notre vie. Surtout quand on est confronté à des choses un petit peu brutales qui vont ébranler un peu la forteresse que l'on a construite. Ça peut être la maladie d'un proche, ça peut être sa propre maladie, ça peut être un deuil, ça peut être, voilà, tous ces épisodes entre guillemets dramatiques de l'existence sont des moments qui, d'une certaine manière, bousculent toute la construction fragile que l'on a élaborée au fil des années pour survivre, enfin pour être adapté dans ce monde. Et moi, je travaille beaucoup avec des parents endeuillés et je m'aperçois que chez certains de ces parents, quand le travail de deuil conduit à une forme de pacification de la douleur, j'entends parfois des gens me dire mais cette mort m'a ouvert, cette mort m'a fait prendre la mesure de la réalité spirituelle dans laquelle ma fille, mon fils est passé. Ça veut pas dire que ça gomme la douleur, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est génial et que c'était fait pour. Ça, c'est absurde. Mais cette irruption d'une brutalité sans nom dans l'existence de ces parents-là a eu pour conséquence de mettre à bas cette fragile construction qui avait été la leur jusqu'à ce moment-là, et leur a réouvert un champ beaucoup plus vaste en fait, où tout d'un coup la connexion avec cet enfant, elle n'est plus uniquement réductible à ce temps de vie partagé sur Terre qu'ils ont pu avoir, mais se retrouve être une connexion d'âme en fait avec leur enfant qui n'a pas disparu, qui est simplement changé d'état, qui a quitté son corps, mais qui reste en lien d'amour avec eux où qu'ils soient. Tout à fait, ouais. Est-ce que
est-ce que c'est cohérent de dire qu'il y a une vie après la mort? Ah bah, c'est une évidence même. D'accord, OK. Ah ouais, j'aimerais bien que tu développes Enfin, parce c'est que évident. Faudrait que je développe un petit peu, mais bah, ouais, c'est ça. heu Parce que qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce que tu entends du coup par vie après la mort? C'est quoi en bah, fait? la vie, elle est tout le temps, en fait. La vie, elle est tout le temps. La vie, elle est éternelle, elle est en dehors du temps et de l'espace. Donc nous, on est bloqué dans une existence qui a commencé à la naissance biologique de notre organisme et qui s'arrête à la mort biologique de notre organisme. Mais ça, c'est pas la vie, ça c'est juste l'existence de notre incarnation dans ce temps donné. La vie, elle a commencé avant, elle se poursuit après, elle est même en dehors du temps. Notre âme, elle est éternelle. Il y a encore une fois, je reviens toujours à ça, mais notre essence au cœur de notre âme, au cœur de notre être, il y a cette âme, cette conscience fondamentale qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas bloquée dans le temps et dans l'espace. Notre âme, elle est capable, là, maintenant, pendant qu'on se parle, d'être connectée à l'autre bout du monde, à l'autre bout de l'univers, d'être dans le futur, d'être dans le passé. Elle est pas contrainte par tout ça. Et là, encore une fois, c'est pas une assertion philosophique ou une croyance que je t'élabore. C'est vraiment une constatation objective, objectivable et mesurable qui a été faite à travers des recherches sur plein de sujets différents liés à la conscience. Et vraiment j'en reviens toujours à mon livre parce que c'est vraiment, la mort n'existe pas. Pour moi, c'est vraiment un travail où j'ai synthétisé 20 ans de recherche. C'est un énorme travail de compilation. C'est le livre qui m'a demandé le plus de temps d'écriture, plusieurs années pour vraiment compiler tout ça et en même temps essayer de le faire de façon claire pour te montrer que, voilà, il y a en nous quelque chose qui est immortel. Il y a en nous quelque chose qui a accès à l'ensemble du monde. Et ce n'est pas parce que nous sommes convaincus d'être l'être que nous voyons dans la glace chaque matin et que du coup on ne peut pas être celui d'à côté, on peut pas être à l'autre bout du monde en même temps que notre corps il est à cet endroit-là. Bah pourtant si, il y a une partie de nous qui en est capable et les outils scientifiques, que ça soit des outils scientifiques de sciences dures, que ça soit des outils scientifiques de statistiques, de sciences humaines, plein d'approches différentes permettent de dresser ce portrait. Et dans ce livre, c'est ce que j'ai essayé de présenter de la façon la plus claire possible pour montrer qu'est une évidence et qui est pas une croyance propre. C'est une hypothèse extrêmement solide aujourd'hui, étayée par de très très nombreux faits, qui est partagée par plein de chercheurs, plein de scientifiques de disciplines différentes à travers le monde. Tout à fait. Mais tu vois, je me dis en t'écoutant, c'est tellement rassurant parce que pourquoi c'est rassurant? Alors moi, je fais pas partie des gens qui ont peur de la mort. Au contraire, je suis très curieux en fait de savoir ce qui va se passer. Mais on peut considérer que c'est une des grandes peurs en fait de notre société. Tu sais, avec le manque d'argent, avec le manque de biens matériels, la mort en fait en fait partie. Il y a quand même plus de gens qui ont peur en fait de ce moment-là que ça arrive, que de gens un peu comme moi en fait qui sont curieux et qui se disent bah peut-être c'est cool en fait, tu vois, quand on décède. Là, en disant ça, je trouve que tu rassures mais tellement de gens. En fait, derrière la peur de la mort, il y a la peur de changer. On a peur de changer parce que on en revient toujours à cette réalité physiologique que je décris aussi dans le livre. Notre cerveau fabrique une identité et des mécanismes de défense pour que notre corps, notre organisme puisse traverser l'existence et être adapté. Ça veut dire qu'il doit anticiper en permanence. Ça veut dire qu'il doit fonctionner d'une certaine manière qui nous coupe complètement de cette dimension fondamentale et qui surtout est en danger dès lors qu'il y a quelque chose qui change par rapport au modèle. Notre modèle, c'est je vis, je suis en sécurité, je suis localisé à un endroit, j'ai identifié les menaces qui peuvent venir de l'extérieur et de l'intérieur et je m'en protège. Voilà, c'est ce que notre cerveau passe son temps à faire en permanence, seconde après seconde, nuit et jour. Donc dès lors qu'il y a quelque chose qui vient ébranler un petit peu ça, ta femme te quitte, ton mari te quitte, ton patron te vire, tu vieillis, tu as une maladie, tu perds ton papa, tu perds ta maman, tu perds ton conjoint, tu perds ton enfant. Dès lors que cette forteresse-là, boum, 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 elle est bousculée par ces trucs inattendus, eh ben, elle est en danger. Elle est en danger, elle veut fuir. Donc, bah la mort, ça n'existe pas, je m'en fous. Et puis quand je perdrai quelqu'un, bah on verra bien. Et puis de toute façon, ça arrivera jamais parce que je perdrai jamais personne, etc., etc. On passe notre vie à être dans une forme de déni anticipatif de tout ce qui va venir bousculer cette rassurante prison en fait dans laquelle on est. Donc la mort, c'est un des changements les plus ultimes qui va arriver à notre
à notre, enfin c'est le changement ultime qui va arriver à notre organisme puisqu'il va cesser de vivre. C'est pas un changement ultime du tout pour notre âme puisqu'elle va juste simplement repasser à autre chose et poursuivre son chemin sans même parfois s'apercevoir qu'il y a eu un truc qui a été interrompu. Mais voilà, changer de bagnole, c'est flippant. Changer de métier, c'est flippant. Changer de vie, c'est flippant. Regarde autour de nous le nombre de gens qui préfèrent se contenter de quelque chose qui finalement a un petit peu de bien, même s'il y a beaucoup de choses qui sont embêtantes et bon bah faut bien les accepter parce que c'est la réalité, on va dire. Mais on passe notre vie en fait à se contenter, à se contenter de ce monde fou, à se contenter de cette société qui nous paraît absurde, à nous contenter du modèle que l'on nous vend, parce que bon, c'est pas si confortable que ça, mais c'est pas complètement inconfortable. Et puis surtout, je sais pas ce qu'il y a à côté, je sais pas ce qu'il y a ailleurs. Donc après, pour répondre à l'autre interrogation qui nourrit cette peur, qui est aussi la peur de l'inconnu, bah le fait de se documenter, de lire, sans même forcément avoir besoin d'aller se poser la question de savoir s'il y a une vie après la mort, mais de lire des témoignages de gens qui accompagnent des personnes en fin de vie, de lire des expériences de mort imminente, de lire, de s'ouvrir et de se confronter à pourquoi cette peur est en moi, permet d'identifier un peu mieux les ressorts et de finalement se distancier fondamentalement de cette peur. Je me rappelle. Bon, j'en reviens au chamanisme, mais c'est pas encore une fois une obligation. Mais je me rappelle d'une jeune fille que j'avais rencontrée en Amazonie, qui était une jeune femme absolument terrifiée à l'idée de la mort, mais au point d'avoir des malaises à la moindre évocation de ce sujet. Tu lui disais, est-ce que tu as peur de la mort? Tout d'un coup, elle rentrait dans un stress post-traumatique, palpitations, etc. Et c'était voilà une situation qui conduisait à des malaises terribles. Elle a vécu une expérience d'ayahuasca, une expérience chamanique où elle est sortie de son corps. Elle s'est aperçue qu'elle continuait à exister alors qu'elle avait l'impression que son identité de femme terrestre, était décédée. Et cette expérience, en une seule fois, a définitivement mis fin à cette appréhension, à cette peur de la mort, parce qu'elle s'était aperçue que finalement, elle continuait à vivre même si elle n'était plus elle-même, si elle pensait être elle-même. Ok. Intéressant. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Quand on parle comme ça de la mort, et donc du coup, qu'effectivement, il y aurait une vie après la mort, hein, comme tu dis, il y a souvent aussi cette idée, tu sais, de réincarnation, que notre âme, en fait, potentiellement peut se réincarner. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu penses justement qu'on se réincarne? C'est une question difficile parce que souvent, quand on pose cette question-là, on sous-entend, est-ce que moi, je vais continuer à être un nouveau quelqu'un plus tard? Est-ce que moi, je continue à être là, en fait? Est-ce que la réincarnation, on l'aperçoit sous une forme de réplication de soi-même tout le temps? C'est ça. Alors que l'essence de la réincarnation, c'est de dire, enfin, je me souviens d'un lama tibétain qui m'avait dit que la réincarnation, c'est précisément la révélation de l'illusion du moi, de l'illusion de la personnalité, parce que différentes personnalités, différentes illusions de moi sont traversées par un même courant de conscience. Donc le courant de conscience qui me traverse aujourd'hui, il va pas emporter les traces de Stéphane Alix dans la vie d'après, ou alors peut-être quelques mémoires, des petites mémoires traumatiques, des petites mémoires difficiles, ou au contraire des mémoires acquises de réalisation spirituelle ou d'apaisement intérieur. Il va garder des petites choses, il va garder une forme d'héritage. Donc moi, j'ai pas d'opinion très tranchée là-dessus. J'ai été confronté à devoir me poser la question moi-même en vivant une expérience il y a de cela une dizaine d'années en Amazonie qui m'a confronté à ce qui pourrait ressembler à une mémoire de vie antérieure. Je raconte cette histoire dans le livre qui s'appelle Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Mais je suis toujours réticent à vouloir trancher ou expliquer cette question de la réincarnation parce que je pense que dans la façon dont on la pose, nous, on est déjà biaisé dans notre regard et dans notre perception des choses. Il y a quelque chose de fondamental auquel je reviens toujours, c'est que là, toi, moi, toutes et toutes qui nous écoutez, on est bloqué dans le temps. On est à cet instant présent. Notre passé, il est avant. Notre futur, il est après. Et on ne peut pas sortir de cette linéarité temporelle parce qu'on est complètement figé à l'intérieur de ce temps-là. Quand on meurt, notre âme, elle sort de cette linéarité-là. Le présent, le futur, le passé n'existe plus. Elle est ailleurs.
Et déjà, intellectuellement, c'est presque inconcevable de se figurer qu'est-ce que ça veut dire d'être ailleurs de ce temps. Comment est-ce que je peux être ailleurs de cette temporalité? Donc, dès lors qu'on est ailleurs de cette temporalité, comment se positionner par rapport à une vie antérieure, une vie postérieure, une vie présente, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, ce que je dis voudrait presque dire que notre âme, celle qui est à l'intérieur de moi, Stéphane Alix maintenant, elle est en ce moment même de son point de vue éternel déjà en train de vivre plein d'autres vies. Plein d'autres vies dans le passé, dans le futur, sur d'autres planètes, je ne sais que sais-je. Elle est incarnée partout ailleurs. Et moi, je suis incapable de raisonner, de voir ou de me figurer ce que peut être les autres vies dans lesquelles mon âme est projetée. Mais de son point de vue à elle, elle voit tout ça en même temps. Ouais. C'est un peu comme si tu te mets devant une bibliothèque remplie de Blu-ray et que tu vois tous ces Blu-ray de l'extérieur, tu vois tous les films, toutes les histoires que tu as dans ta bibliothèque d'un même regard. Mais quand tu regardes un film, quand tu prends un Blu-ray, que tu le mets dans la machine, que tu le regardes sur la télé, là, tu es bloqué dans la temporalité du film. Il a commencé à un moment, il se terminera à un autre moment. Tu es un instant T de l'histoire et tu peux pas aller dans les autres films, etc. Ils sont étanches les uns les autres. Je sais pas si c'est très clair ce que je... Si, ça va, je te suis. Ah là, j'ai tellement de questions, je vois que ça file, là, ça fait quasiment bientôt 1 heure, là. Ça fait 55 minutes. J'ai une question, j'en ai 2 là qui me viennent à l'esprit. Parce que c'est un sujet, moi, qui me passionne aussi, donc je questionne beaucoup de gens autour de moi. Et là, récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que donc c'est ses parents, en fait, qui sont décédés, et elle connaît une personne. Alors, je connais pas sa fonction particulière, mais en tout cas, elle a la possibilité de la mettre en connexion avec ses parents. Et donc, elle me racontait il y a pas si longtemps une histoire où donc elle va la voir, et tout, ils se connectent, quoi, on va dire. Et donc là, sa maman, en fait, qui est décédée, dit à sa fille, donc la personne avec qui je discutais, dit non, écoute, désolé, j'ai pas le temps. Là, je dois accueillir des enfants. Tu vois, comme si, en fait, il se passait quand même quelque chose, quoi. Et du coup, pour moi, c'est hyper questionnant. Je sais pas si tu as des réponses par rapport au fond que j'apporte, mais c'est là encore, je me dis, il y a quelque chose de très rassurant aussi, probablement, tu vois, pour les gens qui auraient peur de la mort. Il semblerait quand même qu'il se passe quelque chose sur un autre plan, quoi. Tu parles d'une médium, là? Oui, je pense que ça devait être une médium, ouais. D'accord. Donc, c'est une médium qui communique avec cette personne. Exactement. Et qui dit que cette personne lui dit de dire ça. C'est ça, tout à fait. Ouais. Écoute, moi, j'ai beaucoup testé de médium. Ouais. Donc, sans l'ombre d'une hésitation, je suis convaincu que certains d'entre elles et d'entre eux sont capables d'entrer en contact avec des défunts, des personnes désincarnées. Maintenant, le médium reste un être humain avec un cerveau, avec un inconscient, et la communication médiumnique qui s'ouvre entre le médium lui-même et la personne désincarnée n'est pas un interphone et un téléphone. C'est une communication extrêmement subtile, fragile, qui n'est pas faite de mots, qui est faite plutôt de une espèce de bulles de connaissances qui sont envoyées aux défunts, au médium, pardon, par le défunt, dans lequel, effectivement, le cerveau inconsciemment du médium peut retraduire des mots, des situations, des émotions. Un peu comme un rébut. C'est un peu comme un rébut, mais parfois c'est extrêmement juste. C'est-à-dire que les recherches sur la médiumnité, en fait, consistent à faire des tests en aveugle ou en double aveugle ou en triple aveugle, et ces tests-là permettent vraiment d'objectiver le fait que des médiums sont capables d'obtenir des informations très très précises. Mais moi, j'ai tendance quand même à me méfier beaucoup après des grandes phrases ou des descriptions qui peuvent être données de l'au-delà. Parce que quand tu vois la difficulté que peuvent avoir des médiums quand ils sont testés à donner des informations extrêmement simples mais précises qui passeraient par un mot, quand tu vois que par ailleurs tu leur poses une question et que là ils vont te faire des grandes phrases pour te décrire, j'aurais plutôt tendance à me méfier et à penser que là, d'une certaine manière, inconsciemment, le médium projette ses propres croyances sur une réalité indiscutable à mon sens, qu'effectivement les défunts sont quand même capables d'envoyer des informations au médium, mais dans la façon dont le médium le traduit, à mon avis, là il y a plein de distorsions et plein l'expression de croyances personnelles. Je vois, c'est un peu comme la communication animale. Je sais qu'on connaît tous les deux Leila Del Monte, tu sais, qui disait la même chose. En fait, c'est un peu comme un rébut qui arrive, quoi. C'est ça, je pense.
C'est ça. Et je vois beaucoup de médiums qui s'illusionnent en ayant l'impression d'avoir réellement plein d'informations qui leur viennent, et ils te décrivent un monde de l'au-delà qui, je pense, représente plus leur projection inconsciente qu'une réalité. C'est indescriptible de toute façon. C'est indescriptible. C'est pour ça que les différentes religions sur Terre n'ont pas donné des descriptions, mais ont donné des métaphores sur ce que peut ressembler ce monde de l'au-delà. Mais il est inatteignable à notre mental, à notre compréhension. Il ne peut être qu'expérimenté. Et quand il est expérimenté, on en revient, comme les expériences d'heures de mort imminente, incapable de trouver les mots pour exprimer ce que c'est. Donc, quand un médium te dit oui, il va bien, il est au niveau 2, et puis là, il fait ça, et puis il boit des coups de vin, et puis il passera bientôt au niveau 3. Ouais, moi j'y vois plutôt l'expression de croyance inconsciente ou consciente de la part du je vois ce que tu veux dire. J'aimerais bien qu'on termine sur ton dernier livre. Tu me disais, d'ailleurs, tu l'as avec toi. Oui. Tu as fait un super voyage au Tibet. Oui. La tu nous en montagne parles. magique. Bah écoute, c'est mon frère Thomas, qui est décédé en Afghanistan en 2001 maintenant, était un grand voyageur, un homme en quête de recherche de réponse spirituelle. Et il était allé plusieurs fois au Tibet, autour de la montagne sacrée qui s'appelle le mont Kailash, qui est une montagne à l'ouest du Tibet, une montagne sacrée pour plusieurs religions. Et il était allé une fois en 95 avec notre frère cadet Simon. Ça avait été un voyage extrêmement marquant pour tous les deux. Et après la mort de Thomas, moi j'ai suivi mon chemin d'enquête, qui m'a porté pendant 2 décennies. Et Simon, lui, a refait plusieurs voyages au mont Kailash, à la mémoire de notre frère, pour vivre un certain nombre d'expériences. Et depuis 20 ans, il me dit, j'aimerais bien qu'on fasse ce voyage ensemble, j'aimerais bien que tu viennes. Et donc là, l'année dernière, j'ai enfin senti que c'était le moment d'y aller. Donc je l'ai accompagné au Tibet. Et on a vécu ce voyage autour de la mémoire de notre frère, qui est en même temps un voyage spirituel, parce que le mont Kailash est sacré pour plusieurs religions, dont l'hindouisme. C'est la demeure de Shiva. Shiva, c'est l'essence même de la force spirituelle créatrice et destructrice. Donc ça a été un voyage éprouvant, surprenant à plus d'un titre. Et notre ami photographe Michael Lafontan, qui est un vieil ami de nous depuis très longtemps, nous a accompagnés et a réalisé un travail photographique extraordinaire sur ce pèlerinage qui nous a emmenés jusqu'à 5600 mètres d'altitude. Enfin, ça a été très éprouvant. Et donc, dans ce livre, voilà, je raconte le voyage. Tu peux montrer quelques pages vite fait pour voir? Ouais, bah écoute, je vais essayer de me positionner comme ça. Voilà, c'est un travail photographique de Michael qui est assez prodigieux. Hop. Moi, j'ai un pote qui l'a lu, qui m'a dit que c'était. Attends, je vais essayer de te trouver une photo la montagne quand même, Kailash. Voilà la montagne qui est là. C'est le mont Kailash qui est ici. Et là, on commence le pèlerinage. On est à 5000 mètres d'altitude. Là, t'es à 5000, tu dis? Ouais. 5000 et on va faire 50 bornes à peu près autour de la montagne. Wow, ok. Mais c'est voilà, au même titre qu'on n'a pas besoin de partir en Amazonie pour vivre des expériences spirituelles, on n'a pas besoin non plus de partir au Tibet. Ce tour de montagne, en fait, il symbolise un voyage, mais c'est d'une certaine manière, c'est une façon de concentrer en un lieu le voyage qui est le voyage de notre vie. Notre vie entière est un pèlerinage, de notre naissance à notre mort, et des guides spirituels aussi divers que variés peuvent se présenter sur ce chemin, et un patron exécrable qui te vire peut être un enseignant spirituel à son insu, aussi important qu'un maître tibétain que tu vas croiser autour du Kailash. Tellement. Je pense aussi, moi je prends beaucoup le train, c'est une rencontre de quelqu'un qui est juste assis à côté de toi et qui tu vas discuter, qui peut complètement changer le cours de ta vie juste dans une discussion. Ouais. Exactement. Dernière question, Stéphane, parce que ça fait 10 ans maintenant. C'est quoi le bonheur pour toi? Bah écoute, pour prolonger un petit peu ce qu'on a évoqué déjà pendant cet entretien, je pense que c'est 2 choses pour moi. C'est un piège et enfin ça peut être un piège, et dans le sens où dans notre société occidentale, où on l'associe à la tranquillité, au calme, au repos, à l'extraction de notre
nos difficultés, on peut se couper de la véritable richesse d'un chemin spirituel si tout d'un coup on associe le bonheur à cette forme de tranquillité d'esprit. Et dans nos sociétés de consommation, on a souvent tendance à vouloir être plutôt tranquille que plutôt être dans l'adversité. Quand tu rentres de chez toi après une semaine de boulot, tu as plutôt envie de te reposer, de te détendre entre guillemets, que de te confronter à des difficultés encore et encore. Alors que ces difficultés-là pourraient au contraire te révéler des choses encore plus profondes de toi. Et c'est aussi un peu une illusion et un luxe de riche, parce que avant de m'intéresser à ces sujets-là, j'ai fait plus de 10 ans de reportage de guerre. Je suis allé dans des territoires qui sont quand même ce que l'on rencontre aujourd'hui majoritairement sur notre planète. Et je crains que les Ukrainiens en ce moment, les Gazaouis, les Israéliens, les Soudanais, et je pourrais continuer une liste comme ça assez nombreuse, aient le luxe de pouvoir se poser cette question. Voilà, c'est peut-être un peu provocateur ce que je te dis, mais c'est vraiment un ressenti fort. Pour moi, c'est une réflexion de bourgeois. Hein. Comment ? Pour moi, c'est une réflexion de bourgeois. Hein. Oui, voilà, c'est vrai que les questions qu'on aborde là, on a nous la chance absolument extraordinaire et indicible de vivre dans ce pays, en France. On critique tout et on passe notre temps à râler, mais on vit quand même dans un endroit où on a le moindre problème de santé, tout est gratuit, on n'a pas à se poser de questions, on n'est pas bombardé chaque nuit par un ennemi, et ça fait plusieurs décennies que ça dure. On a de l'eau potable qui coule à notre robinet. On a vraiment 1 milliard de questions que se posent. Enfin, on a des questions. On n'a aucune question que se posent plusieurs milliards d'habitants de cette planète. Et malgré ce luxe extraordinaire dans lequel on vit, on est malheureux et on cherche le bonheur et on se dit mais comment est-ce que je pourrais faire ? Il y a une forme de presque d'indécence à ça. Quand tu vois que la moitié de l'humanité n'a pas accès à l'eau potable, waouh, tu vois, c'est peut-être peut-être la chance que l'on a de pouvoir se poser ces questions-là nous impose peut-être une forme de devoir, d'exemplarité. Très clairement. Enfin voilà les choses qui me viennent quand tu me poses cette question-là. C'est un peu brouillon et désordonné, mais. Pas de souci. Pour ceux qui veulent écouter d'ailleurs une plus longue définition, ça remonte à 10 ans, mais le son il est exécrable, hein, je vous le dis tout de suite. Stéphane, est-ce qu'on retrouve, tu sais, Enquête extraordinaire, on y a accès ou pas ? Écoute, je sais pas. Je sais que c'est diffusé épisodiquement sur différentes chaînes du câble. D'accord. Je pense que doit y avoir des copies qui doivent circuler sur le net, pas forcément de tous les épisodes, mais en tapant Enquête extraordinaire, on peut peut-être tomber sur quelques films, mais je sais pas. Je sais pas. Tu les as pas mis sur l'INRES ? C'est pas un accès, non ? Ben non, malheureusement, ça a été produit par différents acteurs, mon producteur, M6 à l'époque, et malheureusement, cette dilution des droits m'a empêché de les racheter pour qu'on puisse les diffuser sur Inexploré TV, à mon grand regret, et pourtant on bataille depuis des années pour essayer de le faire, mais voilà, ça coince pour des raisons idiotes de droit, et malheureusement, voilà, on peut pas y avoir accès aussi librement qu'on voudrait. C'est dommage. Parce que c'était un ovni à l'époque, hein, ce que tu as fait avec Enquête extraordinaire, c'était génial. Hein. Ouais, c'était une belle aventure. On avait la confiance totale de la direction d'M6, qui nous ont laissé une liberté folle. Le deal était posé dès le départ. Je leur dis, moi, je travaille sérieusement sur ces sujets-là, mais ça veut pas dire que je vais dire que ça n'existe pas. Au contraire, je vais dire l'inverse. Et M6 m'a dit, vous faites travailler sérieusement, pas de problème pour nous. Et on a pu faire, 11 films, avec une liberté extra, quoi. Ouais, c'était bravo. D'ailleurs, oui, je parle de l'INRES, mais peut-être que les gens ne connaissent pas. Hein. C'est un institut que tu as créé il y a plus de 20 ans maintenant, non ? 2007. 2007, ouais, donc 18 ans. Ça va bientôt faire 20 ans, ouais. Bravo. Ouais. Donc l'INRES, hein, vous tapez INRES sur un moteur de recherche, et puis le fameux magazine Inexploré aussi, hein, pour les gens qui connaissent pas. Alors ça a été très développé. Moi, je me suis mis en retrait aujourd'hui de l'INRES. C'est Sébastien Lilly qui dirige l'aventure et qui a développé des pôles incroyables, notamment Inexploré TV. l'INRES, c'est un espace d'information où il y a du podcast, de la vidéo, une web TV qui s'appelle Inexploré TV, un magazine qui s'appelle Inexploré qui est en kiosque tous les trimestres. Et qui continue, grâce à l'énergie de Sébastien et de son équipe, de proposer un contenu formidable en permanence.
Tout à fait. Je suis passé dans tes locaux, enfin, alors je dis tes locaux, mais je suis passé à l'INRES il y a pas longtemps. Vous avez des très beaux locaux, très sympas, franchement. Ouais, Très à bonne Montrouge. énergie. Ouais, on s'y sent bien. Merci beaucoup, Stéphane. C'était Merci à passionnant. toi, Julien. Merci. Avec joie, avec joie. Belle continuation. Merci. Ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était Stéphane Alix. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà, une heure qui passe toujours très très vite, hein, avec des invités passionnants. Si vous voulez lire les différents livres de Stéphane, parce que on a juste parlé de celui-là, donc La mort n'existe pas, le best-seller sur l'après-vie qui vous permettra de gagner en sérénité. Tout à fait. Je crois qu'il est en train d'écrire son 24e livre. Donc, vous tapez Stéphane Alix, je sais pas, sur le site de la Fnac, par exemple, vous allez voir, il a écrit beaucoup de livres. Je trouve vraiment, comme je le disais au tout début, si vous n'y étiez pas, que pour moi, il a un vrai travail journalistique comme je l'aime, en fait, dans la mesure où, à mon sens, encore très peu de journalistes font un travail aussi rigoureux que pourrait le faire Stéphane. Donc encore, bravo à lui. Je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes. Je vais vous laisser avec cette petite vidéo qu'on a réalisée du 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Je vous rappelle, on se retrouve le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Il reste encore des places si vous voulez venir. On va vivre un bon moment. On sera un peu plus de 600 sur place. Il y aura 10 conférences, 30 exposants et 8 ateliers participatifs. Bien évidemment, ça tourne autour du bonheur, de la connaissance de soi, du développement personnel, du bien-être, de la joie, de la gratitude, de l'amour. Tout ça pour des personnes qui sont en chemin, qui ont besoin peut-être d'un peu plus d'éclairage, ou en tout cas de continuer à aller vers ce qu'on appelle la meilleure version de nous-mêmes. Et ça fait du bien de se retrouver tous ensemble, à chacun cheminer de notre côté. Il y a beaucoup d'hypersensibles aussi qui sont présents. Donc voilà, je vous dis à très vite à Arcachon, si vous venez. Sinon, on se retrouvera bientôt pour une prochaine interview. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Passez une belle après-midi, une belle soirée ou plein de bonnes choses. Ciao, ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce que on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour? Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes, entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.